Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà. On passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Salut, je reviens à raconter une autre histoire qui m'a été racontée par un ami. Cet ami-là est d'ici, Franceville. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui était bien placé, on va dire, dans la province et tout. Il vivait avec une dame. Ils avaient déjà d'autres enfants, hein. C'était pas un nouveau mariage, en fait, c'était un vieux mariage. Et c'est comme ça que cette dernière va tomber encore enceinte et tout. Elle tombe enceinte, elle est là et tout et tout et tout. Et elle a eu un malaise, on l'amène à l'hôpital. Bon, l'un des hôpitaux de Franceville ici. Ils ont essayé de trouver la solution. Après, ils ont dit, bon, comme elle est presque à terme là, ici, on trouve que c'est un peu compliqué. Donc, il est mieux qu'on l'évacue à la capitale, donc c'est-à-dire à Libreville. La dame a été évacuée. Elle est restée à l'hôpital. Quelque temps après, la dame décède avec le bébé. Wow, ça c'est quelle histoire! Quand la dame décède, bon, les gens se disent que c'est une mort naturelle, peut-être c'était des complications médicales ou je sais pas. Les parents ont pleuré, ils ont fait le deuil, tout ça. Tranquille. Le mari a même porté il a porté le deuil. Quelques temps plus tard, excusez-moi. Comme je vous disais au départ, ce monsieur c'était un homme bien placé dans la province et tout. Un jour, au bureau, sa secrétaire, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, la secrétaire décroche. Allô? C'est la femme du monsieur au bout du fil. Elle connaissait la secrétaire. Je vais donner un prénom, je vais donner un prénom, un nom d'emprunt. Allô? La secrétaire répond, oui, c'est qui? La dame, celle que vous devez dire, c'est Patricia, non, la secrétaire de monsieur tel. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai honneur et tout. Elle dit, c'est madame telle, l'épouse de ton patron. La secrétaire, prise de peur, elle raccroche. Les semaines passent. Elle appelle encore, c'est un fixe, donc du coup... La secrétaire décroche. Elle dit, mais attends, moi la dernière fois je t'ai appelé, je voulais te laisser les nouvelles pour que tu puisses dire à ton patron, toi tu me raccroches au nez. Prends quand même la peine d'écouter ce que j'ai à te dire. Et gars, il faut dire à ton patron que là où il m'a envoyé travailler là, moi je ne peux pas travailler avec le bébé parce que les conditions de travail sont trop compliquées. Le travail est trop dur. Je ne peux pas travailler avec un bébé. Donc, il va falloir qu'il m'envoie quelqu'un venir attraper l'enfant parce que là, moi, je ne peux pas. Elle raccroche encore avec la peur. On va dire qu'elle a fait ça presque. C'était répétitif au fait. Jusqu'au jour où la secrétaire en parle au patron. Ah, monsieur, moi, je ne comprends pas. C'est quoi le souci? Oh non, voilà, il y a un phénomène qui se passe là. Il y a une dame qui m'appelle, elle me fait comprendre que c'est votre défunte femme. Elle me demande de vous dire d'envoyer quelqu'un pour attraper le bébé parce que le travail que vous lui avez envoyé faire là, elle ne peut pas travailler avec le bébé, le travail est trop rude et tout. Ah bon, oui. Oh, laisse tomber, tu sais parfois, le monsieur va dire à la secrétaire, laisse tomber. Tu sais que parfois il y a des personnes qui racontent des choses et tout. Toi-même, tu sais que madame n'est plus, oui. Tu as assisté à ses obsèques, oui, machin, donc laisse tomber. Il n'y a même pas des choses qu'il faut raconter aux gens.
Le temps passe. Elle passe maintenant par lui-même. Allô, oui. Elle appelle par le pronom, mais attends, je dis. Depuis que je ne fais que laisser les nouvelles auprès de ta secrétaire, elle ne t'a pas encore dit. Moi, je te dis encore que le travail que tu m'as envoyé faire ici, là, moi, je ne peux pas travailler avec un nouveau-né. Il va falloir que tu m'envoies soit ta soeur ou je ne sais pas qui, pour qu'elle vienne m'aider à attraper l'enfant, pour que je puisse travailler. Le monsieur a raccroché. Quand il raccroche comme ça, vous savez, la plupart de ces gens-là, ils ont toujours leur père spirituel ou maître spirituel, je ne sais pas trop. Le monsieur a couru. Il est allé au Congo. C'est là-bas où son père spirituel s'est trouvé, son marabout. Il est allé se faire consulter. Là-bas, son marabout lui a fait comprendre que bon, comme elle fait ça, c'est parce que tu as son deuil, enlève le deuil. Quand tu répares là, tu enlèves son deuil. Donc il est revenu, il a enlevé le deuil après, je crois qu'il est reparti. Et le marabout a fait des travaux sur lui, fermé, bloqué pour qu'il ne puisse plus entendre, pour que la femme ne l'embête plus, pour qu'elle n'appelle plus. C'est sûr qu'elle avait essayé d'appeler, bon, en fait, elle ne le voyait plus. Elle passe maintenant par leur enfant, leur fille. Elle appelle la fille, allô, c'est qui? Oh, il ne faut pas avoir peur, oh, c'est moi ta mère. Ah, ma mère, comment? Non, ne raccroche pas, écoute ce que j'ai à te dire. Moi, je t'appelle là, c'est pour attirer un peu ton attention. Il faut dire à ton père, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je laisse des messages, les nouvelles, auprès de sa secrétaire. Je ne sais pas si elle lui dit ou il ignore ou il fait comment. Je suis passée par lui. J'ai parlé, j'ai essayé de la voir une fois. J'ai expliqué mon cas, ma préoccupation. Il ne trouve pas la solution. Maintenant, moi, peut-être qu'en te parlant, tu vas peut-être pouvoir le convaincre. Il faut dire à ton père de m'envoyer soit sa soeur ou quelqu'un pour venir attraper le bébé. Parce que là où il m'a envoyé ici, moi, je ne peux pas travailler le travail qu'il m'a envoyé faire ici. Je ne peux pas travailler en même temps avec un nouveau-né. Je ne peux pas. Donc, il faut essayer de lui voir pour lui dire ça. La fille a dit ah bon? Elle a dit oui. C'est comme ça qu'elle a raccroché. La fille a crié oh, donc, c'est notre père qui avait tué notre mère avec le bébé. C'est à travers l'enfant que le problème lui est sorti. Mais il ne pouvait pas mourir parce que il est vite allé se blinder chez nos voisins là-bas. Quelque temps plus tard, la sœur du monsieur est décédée. Là, je ne sais pas si c'était à cause de ça ou c'était d'une mort naturelle. En tout cas, ça là, je ne pourrais pas vous dire la suite. Donc, la morale de l'histoire, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, vous demander, c'est de partager, liker et de vous abonner. Voilà, c'était celle-là mon histoire. Merci. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée autrefois dans mon pays, le Gabon. Cette histoire m'a été racontée par la fille du monsieur. Quand son papa était petit, vers l'âge de 8 ans, 10 ans, il y avait un monsieur dans le quartier. Et ce monsieur dans le quartier, c'est par là où passait son père qui était encore petit, le jeune garçon. Le jeune garçon passait là très souvent. Et il ne passait pas tout seul. Il y avait souvent un groupe d'enfants qui venaient jouer à côté de la maison du monsieur. Mais le monsieur avait aimé le petit garçon. Et il appelait souvent ce petit garçon mon ami. Et le garçon aussi l'appelait mon ami. Donc les deux étaient devenus des amis. Et à chaque fois, il arrivait des moments où le monsieur pouvait donner quelque chose à son petit ami, à son ami petit. Et tout le temps, c'était mon ami, mon ami, mon ami. Quand
la rentrée scolaire avançait, le monsieur pouvait acheter quelques cahiers et il donnait à son ami petit. Et un temps est arrivé, le monsieur ne se sentait plus bien. Il était devenu maladif. À tout moment malade, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Mais son ami passait tout le temps pour prendre les nouvelles de son ami. Mon ami ça va, oui, mon ami ça va. Tout le temps c'était ça. Et un jour, le petit passait toujours par là. Il s'est arrêté chez son ami. Il a demandé à son ami. Il a dit à son ami, est-ce que tu sais pourquoi tu es malade? L'ami a dit non. Et il a encore dit à son ami, est-ce que tu sais que je sais pourquoi tu es malade? L'ami a dit qu'il a regardé le petit bout de chou. Comment il peut savoir pourquoi moi je suis malade? Lui et moi, on n'habite pas dans la même maison. Il a dit à son ami, moi je sais pourquoi tu es malade. Telle nuit, on s'est retrouvés mystiquement dans une réunion et c'est toi qu'on est en train de manger. Mais moi j'ai dit, je ne mange pas n'importe quelle partie de ton corps. Moi c'est le cœur. Et quand ils m'ont donné ton cœur, je ne l'ai pas mangé, je l'ai caché. Parce que toi tu es mon ami. Le monsieur a dit c'est vrai. Il a dit oui. J'ai caché ton cœur. Je ne l'ai pas mangé. Mais pour te prouver que c'est vrai, cette nuit, je vais aller rendre ton cœur dans ton corps, là où il doit être. Le monsieur a dit, ce que tu dis là, c'est grave, hein? Mais est-ce que tu es capable de témoigner? Il a dit oui, je suis capable de témoigner. C'est comme ça, le monsieur est allé chez le chef du quartier. Ils ont convoqué tous les gens de ce quartier, parce qu'à l'époque, les quartiers n'étaient pas peuplés. Et ils se sont retrouvés au bord de mer. Ils ont pris des fûts. Ils ont superposé des fûts et ils ont mis le petit au-dessus des fûts. Et le petit était en haut, il voyait les jambes. C'est comme ça que le petit a commencé à citer les noms. Quand il cite le nom, quand la personne revient, c'est un vieux. Il a commencé à citer les noms, citer les vieux. Ce sont les vieux du quartier se sont présentés. Il a dit, voici tous ces gens qui étaient dans la réunion qui ont mangé au corps de ce monsieur. Les gens commençaient à crier, oh, oh, oh. Et depuis ce jour, le monsieur là a pris en charge les études de ce petit. Jusque quand le petit a travaillé. Le monsieur s'est occupé de ce petit comme si c'était son fils. Parce que ce petit, à cause de leur petite amitié, mon ami, ce petit a sauvé la vie de ce monsieur. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Merci. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonsoir. C'est quelque chose qui s'est passé. Bonsoir. C'est quelque chose qui s'est passé, mon histoire là. Jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 67 ans. Ça me hante cette histoire-là. Ce n'est pas ça me hante, mais c'est que je pense tout le temps à cette histoire que j'ai vue de mes propres yeux. J'avais 5-6 ans. J'étais avec ma grand-mère. Et nous revenions de la petite ville qui n'est pas loin de mon village. Et c'est comme ça. On a été à la messe à la grande église de la ville. Ma grand-mère avait fini de vendre ses bâtons de manioc et tout ce qu'elle avait préparé pour aller vendre. Après, c'était avant la messe, elle vendait après la messe. On partait très tôt le matin. On quittait souvent chez nous à 4 heures du matin. Quand le coq a déjà chanté, 1 ou 2 fois, et on se levait et puis on prenait la route. À cette époque, on faisait à peu près presque 1 heure de route pour aller à la ville.
Maintenant qu'ils ont fait plein de travaux, des raccourcis, et que la ville s'est plutôt rapprochée de mon village, donc c'est un peu plus court. Et nous avons été à la messe. Après la messe, nous sommes partis passer un petit moment chez sa cousine. Et on a pris la route pour mon petit village. Arrivé à quelques kilomètres de mon village, il a commencé. La nuit est tombée. La nuit est tombée. On ne voyait plus tellement loin. Ce qui fait que, comme mon village est des deux côtés en colline, il y a une colline là-bas, mon village 1, une colline de l'autre côté, mon village 2. C'est le même nom. C'est le même nom. Ça fait, je vais prendre à peu près un nom comme ça. C'est top 1, top 2. Voilà. Donc on arrive et c'est à top 1 qu'il y a la chefferie. Et top 2, c'est là que moi je réside. Et quand on arrive au premier village qui est top 1, on entend des tam-tams, des bruits, la danse. C'était, tu venais voir. Même ma grand-mère qui dit, mais est-ce que quelqu'un est resté mourir derrière nous? Pourquoi tant de tam-tams, les danses? Et il y avait comme s'il y avait un grand feu. On voyait du feu de l'autre côté. Et entre les deux villages, il y a notre petite rivière. Et on descend la colline, grand-mère et moi, malgré la fatigue, pour vite arriver, venir regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé derrière nous au village. Et quand on monte la colline, on arrive au début du village. Eh bien, les champs et les tam-tams étaient de l'autre côté du village qu'on vient de laisser derrière, c'est-à-dire top 1. À top 2, tout le monde dort, il n'y a rien. C'est d'un calme. C'est des villages. Les gens vont dans les champs, c'est-à-dire à 8 heures du soir, les gens sont au lit. Quelques-uns sont devant leur porte, d'autres dans les cuisines, à manger le dernier repas du soir. On se retourne. Ce qu'on voyait de l'autre côté de la colline, ça se passe déjà derrière nous. À ce jour, grand-mère m'a simplement dit, Mbombo, on va dormir et on va beaucoup prier. Parce qu'un grand va nous quitter. Je dis, ah ouais, il va aller où? Il m'a dit, ah, il va aller voir un tondobe. Il va aller voir Dieu. Je dis, grand-mère, il y avait la fête ici, on ne va pas à la fête. Je dis non. Tu vois, pendant qu'on a traversé la rivière, eh bien, c'est les autres qui ont pris la fête. Bon, ceux d'ici, ils dorment déjà. C'était une façon de me calmer. Parce que je ne trouvais pas... Bon, il faut dire que j'avais 6 ans. Mais les enfants de 6 ans, vous connaissez, sont très curieux. Et à ce jour, ma grand-mère, qui est morte en 92, ne m'avait jamais dit exactement qu'est-ce que c'était. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent expliquer ce phénomène, je suis tout oui. Et ça me ferait plaisir de comprendre. Malgré mes 67 ans, à ce jour, je n'ai jamais compris le phénomène que ma grand-mère et moi, nous avons vécu. Likez, partagez. Merci de me dire exactement ce que signifiait ce que ma grand-mère et moi avions vécu, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Merci DMG. Merci la famille. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Et bonjour aussi, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter l'audio.
Voilà, moi c'est Andy. Voilà, je voudrais vous raconter une histoire qui me concerne. Cette histoire que je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est une situation que je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi auparavant, je vivais avec mes parents, mais à un moment donné, je suis allée chez mes grands-parents. Et mes grands-parents, du côté de mon père, et disons la tante de mon père, je suis allée vivre avec elle et son mari et ses enfants. Ses enfants étaient à l'étranger et tout pour les études et tout le reste. Et son mari, c'était une grande personne, une grande personnalité du pays. À ce moment-là, je suis arrivée dans cette maison, tout allait bien et tout. J'étais à l'école primaire, le temps est passé. Mais après, en 2015, oui, parce que je vivais là-bas, après certaines choses qui se sont passées, j'arrivais plus à supporter et tout, le traitement des gens et tout, comment on me traitait là-bas. J'ai fini par fuir la maison, je suis partie. J'ai fui la maison, on m'a cherché et tout. Quelques jours après, on m'a retrouvée parce que j'étais juste allée chez mon grand-père, disons l'oncle de ma mère. C'est là-bas que j'étais partie. Ils m'ont retrouvée là-bas. Je suis restée avec mes parents. Après quelques temps, c'était je pense en 2012, 2013. Et à ce moment-là, j'étais abandonnée à moi-même. Arrivée chez mes parents, on ne me payait plus l'école, même pour aller à l'école. J'étais en quatrième. On ne me payait plus l'école, je gérais tout moi-même et tout. Donc, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Tout, je dis bien tout et n'importe quoi. Donc, je sortais avec les garçons n'importe comment et tout. Mais entre-temps, je faisais un petit commerce à la maison. Je faisais un commerce, je vendais le charbon, je vendais le bois. En fait, tout ce que je pouvais voir, je vendais. Et pour me permettre de payer les déplacements, parce que j'étais un peu loin de l'école. J'étais loin de l'école. J'allais à l'école le matin, il faut revenir, il faut acheter les fascicules. Je suis passée en troisième. Je préparais le BPC. Et en ce moment-là, je suis retournée maintenant. L'année où j'ai fait le BPC, j'ai pas pu avoir l'examen. Après, en 2015, je suis retournée chez mes grands-parents. Arrivée là-bas, c'est là que les choses commencent. Quand j'arrive dans cette maison, tout est bien et tout. Mais par contre, ce qui est bien, Dieu m'a donné cette chance de pouvoir voir et ressentir des choses. Arrivé dans cette maison, il y avait des moments le soir. Comme je reste longtemps éveillée, jusqu'à minuit, 1 heure, je suis toujours éveillée et tout le monde va dormir. Je reste à faire la vaisselle, je reste à faire ceci, cela et tout. Et comme il reçoit souvent des gens et tout, je dois faire la table, les servir, et ils veulent prendre le whisky et tout, je suis là. Et le soir, quand je reste laver les assiettes dans la cuisine, et en face, comme la maison, ce sont des baies vitrées transparentes, tu peux voir de l'autre côté le hall d'entrée, il y a une partie où il y a des décors et tout, il y a un miroir, en face, il y a l'aquarium. Et à cet endroit-là, lorsque je lave les assiettes, vu que c'est juste en face, la porte est juste en face de moi, dans la cuisine, je fais la vaisselle. En fait, je vois la silhouette d'un grand monsieur qui vient se lever. Le grand monsieur, quand il vient se lever là, il fait, je sais pas ce qu'il fait, et dès que je relève mon visage pour regarder, il disparaît en vitesse. En fait, il fuit en vitesse, il part. Quand il part, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je connais pas, tout le monde est rentré, j'ai entendu aucune porte, parce que toutes les portes de la maison font le bruit dès que tu ouvres la porte. Mais cette fois-ci, aucune porte ne s'est ouverte. J'ai dit, ah, c'est pas mon problème de toutes les façons. J'ai pas géré. J'ai continué à laver les assiettes. Je relève encore mon visage, je baisse encore la tête, le monsieur revient. Je relève le visage, il fuit. Bah, je dis bon, de toutes les façons, moi dans cette maison, j'ai aucun contrat avec qui que ce soit. Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Ce qu'il a à faire, il n'aura qu'à faire. Moi, je lave mes assiettes, je finis et je monte dormir. Et dès que je dis ça seulement, wow, c'est comme si j'ai appelé le monsieur derrière moi. Dès que je dis ça, il se retourne, il se trouve derrière moi. En fait, quand tu es devant, tu sens vraiment qu'il y a une personne derrière toi. En fait, tu as la chair de poule, je sens que les poils de mon corps se dressent et tout ça. Je sens vraiment, bon, je dis, je vais pas avoir peur parce que si je mets, moi, on m'a toujours dit que quand tu es en face d'un problème ou s'il y a un esprit et tout, quand tu pries, il faut pas avoir peur, tu dois avoir le courage parce que quand tu as la peur, tu donnes la force à cet esprit-là de t'attaquer ou de faire quoi que ce soit. Je continue à laver les assiettes, je me retourne, il va à gauche, je me retourne à gauche, il va à droite. Je dis, bon, écoute, fais ce que tu as à faire, l'essentiel, tu me touches pas, moi, je fais ma vaisselle, je monte dormir et puis je suis pas là-bas. Dès que je dis ça, il disparaît.
Quand je vais maintenant dans la chambre, je monte seulement pour aller dormir. Dans les escaliers, quand je monte là, je sens qu'il est derrière moi. Je dis, monsieur, quand vous me suivez, arrivez devant la porte, vous vous arrêtez. N'entrez pas dans la chambre où je vais dormir. Parce que vous et moi, on n'a aucun problème. Dès que je vais dormir, dans la maison là, toutes les nuits, je suis en combat. Toutes les nuits, on vient me chercher la guerre. Je dis bien toutes les nuits. Pas une seule nuit, je dors tranquillement. Je suis passée en seconde. Là, non, là, j'étais déjà en première. Oui, j'étais en première. J'avais déjà eu mon BPC. J'étais en première. Donc, non, je faisais mon BPC en troisième. J'étais en troisième. Je sentais le monsieur venir toutes les nuits. Je me battais. Il y avait des gens qui me poursuivaient pour ravir un truc que j'avais entre mes mains. Et cette dame, elle était toujours habillée en noir. Donc, vous voyez comme les musulmans s'habillent, les femmes musulmanes là. Elle s'habille, il y a juste ses yeux qu'on voit et tout. Et cette dame-là est habillée tout en noir. Je ne dis pas que les musulmans sont comme ça, mais c'est juste l'habillement qu'elle portait. Donc les musulmans, excusez-moi, ne le prenez pas en mal. Voilà, c'est comme ça qu'elle se présentait. Et à chaque fois quand elle me poursuit, ça devient un grand monstre, un monstre un peu bizarre, comme ce qu'on voit à la télé là. Je continue à courir jusqu'à je me réveille. Je prie. Je m'endors encore. C'est la bagarre. Même des fois pour me réveiller, là, c'est des problèmes. Donc, c'est comme si on m'avait attaché. Et à chaque fois, c'était comme ça. Je maigris à l'école, ça ne va pas. Je vais comme ça. J'ai encore fui la maison, là. Je suis retournée chez mes parents. Quelques temps après. Je suis allée là-bas. J'ai eu mon BPC. Je suis passée en seconde. En première, je reviens encore. Non, je suis passée en seconde, en première. Oui, je suis revenue. Quand je suis revenue là, je suis restée là. Je suis passée en terminale une fois. En tout cas, quand je vais à l'école, je dors, non, pardon. Je fais que somnoler. Le prof va expliquer le cours, surtout en mathématiques. Je vais bien suivre mon cours. En tout cas, je me dis que là, c'est bon. J'ai compris les fonctions et tout ça. Je vais refaire ça. Quelques minutes seulement quand je vais commencer à refaire là. C'est comme si je n'ai pas suivi le cours. Tout a disparu. J'essaie de faire des efforts comme ça, rien. Donc après, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Je dors en classe. Je suis tout le temps fatiguée. J'ai mal partout. Tout le corps me faisait mal. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais aujourd'hui, quand même, ça a diminué. Tout le corps, je dis bien tout le corps me fait mal, façon non. Quand je vais à la maison, là, je vais expliquer à ma mère, voilà ce que je suis bien. Comme ma mère aussi, c'est une personne qui n'aime pas des problèmes. Elle te dit, c'est la famille de ton père. Si on parle là, qu'est-ce qu'on va pas dire? Que nous, on accuse les gens sans sorciers et tout ça. On regarde seulement. Je vais parler à X. Ne me gère pas. Y ne me gère pas. Bon, je vais prendre ça en moi, je porte ça sur ma tête comme ça, c'est comme un fardeau. Je marche avec. Je fais l'examen une fois, ça marche pas. Je décide de me faire baptiser à l'église. C'est ma grand-mère qui vient me dire comment tu peux suivre 2 livres à la fois. Tu fais l'examen, tu veux encore faire le baptême. Donc parmi les deux, soit tu n'auras pas l'examen, soit tu n'auras pas le baptême. J'ai dit non, je vais faire mon baptême, j'aurai mon examen. Je vais et au catéchisme, c'est juste que les dimanches que je vais au catéchisme. Et les dimanches, j'allais au catéchisme et tout. Même le dimanche, pour aller à l'église, c'est un problème. Donc à chaque fois, c'était la guerre. Donc la journée, on te traite de façon, tu ne peux pas comprendre. Ce que tu n'as pas fait, on t'accuse. Elle a volé, surtout si elle voit des gens. La fille là, c'est une voleuse. Elle veut prendre des trucs ici, elle va donner à sa mère et tout. Bon, je vis seulement avec eux. Je regarde seulement. Comme mes parents n'ont pas grand-chose, ils me soutiennent à l'école. Je suis obligée de rester là. Je fais comment? Je reste là. Je supporte ça. Je supporte ça. Après un jour, j'ai dit non. Ils ont voyagé tous, ils étaient à l'étranger. J'ai pris mes bagages. En tout cas, je dormais pas. J'arrivais plus, j'ai maigri et tout. On s'occupe pas de moi. Et quand ils vont en voyage comme ça, ils peuvent t'acheter des habits. On t'achète pas des chaussures. Pour te faire les tresses, on te donne pas l'argent. On te donne pas même pas 1 franc pour acheter des garnitures. Mais on veut même pas que tu sortes. Je peux même pas bouger de la maison. Quand je sors ce mois-là, on commence à demander tu es où? Donc il faut que je vienne faire ceci, faire X, Y, Z. Voilà. Je suis partie, je suis retournée chez mes parents. Après 2019-2020, je la rencontre encore à la veillée. Le petit frère de mon père qui était mort, on se rencontre à la veillée. Mais pourquoi tu avais fui? Et puis il y a la sœur de son mari qui me dit mais pourquoi tu avais fui? Tes grands-parents t'aiment beaucoup et tout, il faut retourner là-bas. Va demander pardon, achète même le vin. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, je faisais mes petits boulots. Déjà, quand j'étais retournée chez mes parents, excusez-moi, là-bas, en tout cas, je m'étais retrouvée. J'allais à l'église, j'allais à la prière. En fait, je me
Hein? J'étais libre, je sentais une liberté pas possible. Je pouvais dormir toute la nuit sans bagage, sans qu'on me poursuive, sans quoi. Non, j'étais tranquille. Mais pour trouver le travail, c'était difficile. Je suis allée chez mes parents là, j'ai fait l'examen aussi, ça n'a pas marché. Ça continue comme ça. Bon, je continue à aller à la prière et tout, je commence à chercher des petits boulots. Mais tout allait bien. Après quelques temps, quand je me suis encore rencontrée avec elle, je suis allée une fois voir son mari et elle pour demander pardon. Ce jour-là, j'ai dormi même chez eux. J'ai dormi là-bas. Le lendemain, je suis retournée à la maison. Après, c'était maintenant l'habitude. Elle m'appelle les week-ends. Non, viens à la maison. Nous allons faire ceci et tout ça. Tu vas nous aider. Je viens à la maison. On reste avec eux et tout. Après un jour, elle me dit, voilà, nous allons voyager. Comme ils ont une fille qui n'est pas vraiment ça, quoi. Nous allons voyager, tu vas rester avec cette dernière et quand on va revenir, tu vas retourner à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis restée avec eux. Je suis restée avec eux, avec la fille. Elle est plus âgée que moi. Je suis restée avec à son retour. Elle me dit pas non, il faut partir et tout. Moi, j'attends là et rien. Parce qu'elle a décidé de me payer une formation et tout. Et j'ai commencé à faire la formation. C'est elle qui m'a payé la formation. J'ai commencé à faire la formation, je suis restée ici, j'ai pris toutes mes affaires, je suis revenue. Donc, restée là, aujourd'hui, je suis là. J'ai fini la formation. J'ai pu avoir l'examen, mais l'examen que j'ai eu en assommant, bon, voilà, pas de mon propre truc parce que, arrivé là, j'avais plus l'âge pour être candidate officielle, il fallait être candidate libre. Je suis allée dans un village où j'ai fait l'examen et tout. Là-bas, j'ai pu avoir l'examen en 2022. Et malgré ça, les combats et tout ne manquaient pas. Mais grâce à Dieu, avant que je revienne, j'ai rencontré un homme. C'est vrai que je l'ai rencontré sur Facebook. Ce dernier, il m'a beaucoup aidé dans la prière. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à m'aider. C'est grâce à lui que je tiens même. Et dans cette maison, quand je reviens, ce sont les mêmes choses. Le monsieur qui te suit derrière, tu ne dors pas la nuit, ils te poursuivent et tout. Et quand tu te mets dans la prière, ces temps-là, si tu es vraiment dans la prière, il faut savoir, ils vont être durs avec toi. On me donne même pas un franc. Je ne sors pas. On me donne rien. Mes cheveux là, on me gère pas. Garniture, on n'achète pas. Chaussures, on n'achète pas. Ils peuvent acheter des habits. Des habits, ils peuvent acheter. Mais ils t'achètent pas des chaussures. Ils t'achètent pas ça. Je gère pas ça. Ça, j'ai pas, ça me regarde pas. En tout cas, je fais mes petits business là et tout ça. Je trouve un petit 1000 francs, j'achète mes sandales. Mais dès qu'elle voit des gens, ta fille là me vole mes trucs, elle porte mes chaussures et tout. En fait, elle veut à tout prix te salir devant les gens. Donc, je continue à vivre l'enfer. Là même, je prie vraiment que le Seigneur m'aide à partir d'ici. Vas-y, mon ami, elle me dit, non, reste seulement, continue à prier. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon, mais c'est Dieu qui avait voulu qu'il vive là, tout. Prends l'exemple de Moïse et tout. Oui, l'exemple de Moïse, d'accord, mais ce que je continue à vivre là, il n'y a que moi qui sais. La nuit, ce que je vis là, il n'y a que moi qui sais. C'est grâce à Dieu que je tiens encore debout, que j'arrive à voir, parce que avant que je parte, pour la deuxième fois quand j'étais revenue ici, dans la nuit, quand je dors là, tu vois, on vient me montrer que non, tu vois, dans cette maison, il y a une autre porte ici. Et cette porte-là, tu ne dois jamais y mettre pied. Je dis, on me montre une porte comme ça. Derrière la porte, je peux même pas rentrer pour aller voir. Comment ça? Moi, je dis que je voudrais bien voir ce qu'il y a derrière la porte. La voix me dit, moi, je te montre juste que tu dois jamais mettre les pieds dans cette porte-là, dans cette chambre-là. Je me réveille, je prie. 2 jours après, on vient encore me montrer. Tu vois cette porte? N'ose jamais poser tes pieds là-bas. J'ai dit, vous me montrez la porte et puis vous ne voulez pas que je puisse voir. Dites-moi au moins ce qui se cache derrière la porte, mais vous me montrez seulement la porte. La voix me dit seulement, moi je te dis, écoute ce que je te dis. N'ose pas mettre tes pieds là-bas. Et dès que je viens tenir seulement le poignet de la porte là pour ouvrir et rentrer, je me réveille aussitôt. Et j'ai plus jamais reçu le rêve. Et dernièrement, en 2022, là, je fais encore le même rêve. On vient me montrer que non, voilà la porte. Moi, je dis, moi, dans cette maison, je connais toutes les portes. En bas, il y a 2 chambres. En haut, il y a tant de chambres. Il y a tant de salons. Il y a une cuisine et tout. Mais je vois pas la porte dont on me parle là. Mais en tout cas, on me parle toujours de cette porte-là. J'ai dit, bon, d'accord, moi, j'ai compris. Je continue à prier. Je vais jamais ouvrir la porte. Et c'est comme on m'a dit, c'est sûrement une porte qui est invisible, qui est dans la maison. Mais moi, je n'oserais pas mettre les pieds là-bas. Je continue de prier. Aujourd'hui, là, c'est ce que je continue de vivre. Je continue de vivre cet enfer-là. J'ai fini la formation. Mais, maman, je vous dis, le soir, tu dois toujours dormir entre minuit, 1h, 2h, voire même 23h. Si je dors plutôt là, c'est 23h.
Même pour dormir, c'est difficile. Tôt le matin, je dois me réveiller parce qu'il faut que j'aille. Là, maintenant, je fais le stage. Parce qu'il faut que j'aille même au stage. Toute la journée, je suis dehors et tout. Quand tu rentres là, tu es fatigué. N'ose même pas te reposer. Quand il est 22 h, là, tu essaies seulement de somnoler. Yeah! Comment tu peux somnoler à cette heure-ci? Tu n'as pas honte. Il est encore 22 h. Tu commences à somnoler et tout, et tout, et tout. Quand je dis seulement que je suis fatiguée. Tu es fatigué. Tu es enceinte. Pourquoi tu sois fatiguée? Mais ils oublient que eux, ils sont dans le climatiseur, là, ils sont dans voiture climatisée, ils vont là climatiser tout et tout. Nous autres là, on marche sous le soleil. Tu vas au stage là, comme le truc que je fais, c'est délégation médicale. Tu marches là toute la journée, quand tu rentres là, tu es fatigué et tout. Donc quand tu arrives là, c'est difficile même. Donc là où je suis là, vraiment, les difficultés continuent. Je n'arrive pas. La nuit, les combats ont encore repris. Donc les combats encore repris. Je me sens en fait abandonnée à moi-même. Même mon ami, c'est vrai qu'il m'aide dans la prière, mais d'une part en fait, je me dis, il m'aide pas trop. Parce que il veut pas que je parte de là. Il veut seulement que je reste ici. Moi par contre, je me sens plus tranquille, je ne me sens pas en paix, je ne suis plus heureuse, je suis malheureuse d'une manière, non. Je sors là, tout le monde me voit joyeuse et tout et tout et tout. Mais au fond, ce que je vis, il n'y a que moi qui sais. Vraiment, je mets tout entre les mains du Seigneur. Je donne tout entre les mains du Seigneur. Parce que ma vie, ça a toujours été difficile depuis mon enfance. Parce que j'ai jamais expliqué ça à quelqu'un et tout. Tout ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, dans ma famille et tout. Tous ils savent. Mais je tiens le coup par la grâce de Dieu. Tous ceux à qui j'ai raconté l'histoire de ce que je vis ici me disent toujours, toi tu es forte, tu es courageuse. Comment tu peux vivre dans une maison comme ça? Parfois, quand ils voyagent, ils vont tous, je reste seule dans la maison. Donc, quand je reste seule, même les gardes qui sont dehors, ils me demandent, toi, tu es courageuse, comment tu arrives de vivre dans cette maison-là, une si grande maison, tu arrives à dormir là-bas et tout. Moi, ils disent, non, moi, j'ai aucun problème avec les gens de la maison. Moi, je vis là, moi, je sais que Dieu est avec moi. Moi, je vais dormir la nuit là. Ceux qui veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, là, en tout cas, moi, j'ai pas peur, en tout cas. Moi, j'ai mon Dieu qui est avec moi. Voilà un peu. Aujourd'hui, je continue à vivre le même calvaire. Je ne peux pas dormir tôt, je dois toujours dormir tard, je dois me réveiller tôt pour partir. Des fois, je cherche un endroit pour aller me caver, en fait, aller me cacher, essayer de retrouver un peu la paix, être un peu tranquille. Parce que, en fait, ici, je vis dans la peur. Quand je m'assois là, je me dis peut-être qu'un tel va venir me dire qui a touché ici. Des fois, tu n'as pas touché. Elle ferme tout, elle part et tout et tout et tout. Mais quand elle vient, j'ai perdu telle ou telle chose, hein. Elle t'insulte, elle te fait honte devant les gens et tout et tout. Et tout. Elle parle, elle parle, elle parle. Et quand elle retrouve ça, elle dit même pas pardon, elle reste tranquille. Elle a retrouvé ça, elle ne parle plus de ça. Mais entre-temps, la nuit là, c'est compliqué. Quand je me mets dans la prière, je deviens comme une personne, hein. Je sais pas, je deviens comme l'ennemi. On me regarde d'un œil bizarre. On m'insulte, on me traite de tout. On me fait ceci, on me fait cela parce que quoi, j'ai chauffé dans la prière. Donc là où je suis là vraiment, c'est difficile pour moi. Je cherchais même une personne qui pouvait me faire quelque chose là pour partir de la maison là même. Là même, je dis vraiment que le mois de juin là ne finisse pas. Que je parte de cette maison vraiment. J'arrive plus, je suis exténuée. En fait, j'ai même envie d'aller loin, aller changer même de pays à un moment. Et puis rester seule, me retrouver seule à un endroit où au moins je ne serais pas stressée. Parce que je vis le stress tous les jours. Vraiment, voilà un peu. Et ma santé aussi, bon. Je donne tout entre les mains du Seigneur. Ça va mollo, mais bon. Voilà un peu ce que je vis. Le mystique dans lequel je suis. Tous les jours, je vis cette histoire-là. Merci de vous abonner, de liker, de partager, commenter. J'aimerais vous lire dans les commentaires. Merci, bisous, bien des choses à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, toute la communauté des DMG. Je voulais raconter une histoire. L'histoire, bon, c'est sur le crash mystique. Franchement dit, les crash mystiques, ça existe vraiment. Moi, je n'y croyais pas, mais depuis que cet événement s'est passé, l'événement que je vais vous raconter s'est passé, moi je crois entièrement au crash mystique. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest, dans un village. Bon, je vais préciser le nom du village. Le village s'appelle Sanguiné, c'est un village Yakuba. Ceux qui connaissent vont beaucoup témoigner. Et en ce moment, on était encore petit, on était
dans ce village-là. C'est une petite ville au fait. Et dans la nuit du vendredi au samedi, parce que le jour du marché de là-bas c'est vendredi, et il y a eu un grand vent. Le ciel était noir, menaçant, donc nos parents nous ont dit de rentrer et de dormir. À notre grande surprise, le matin, il y a notre grand frère qui vient nous annoncer que non, il y a l'antenne de téléphonie mobile. Vous connaissez les antennes là, les antennes, bon, Orange, MTN, comme ça. Les grandes antennes que non, les gens placent pour pouvoir installer les réseaux là-dessus là. Vous savez que c'est très solide. Mais mon grand frère est venu nous dire ce jour-là que non, cette antenne-là était tombée dans la nuit à cause du vent. Mais il a dit que non, normalement, cette antenne, le vent ne peut pas faire tomber cette antenne-là. Parce que vu que non, les gens, vu les dispositions que non, les gens ont pris concernant les vents, la pluie, tout ça là, que il y avait un autre doyen qui a dit que non, ça là, ce n'était pas simple, parce que ce n'était pas simple. Et vu que non, dans que c'est tombé, ça a traversé la route, le goudron, tout ça là, parce que c'est une ligne, c'est une route internationale. Ça va jusqu'en Guinée ou en Guinée ou au Libéria. Et le doyen dit que non, ce sont les sorciers, que non, les avions a tapé l'antenne, que c'est ça qui a fait tomber l'antenne. Que non, les avions, que dans l'avion, beaucoup de personnes sont blessées. J'ai commencé à rire, on a éclaté de rire, mon cousin et moi. Il dit, vous êtes encore des enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, ah les vieux, comment ça, tiens, comment avion peut faire tomber ça là. Il dit, non, c'est un avion mystique. Il dit, bon. Il dit, ah. Donc, moi, étant curieux, j'ai dit que bon, qu'est-ce qui prouve que non, c'est un crash mystique. Il me dit que bon, regarde bien. Ça s'est passé dans la nuit du vendredi samedi, non? Je te donne seulement que 3 jours ou bien tout au plus une semaine. Si tu n'as pas entendu les morts, il dit mais la mort c'est évident que non, les gens. Il dit bon, il y aura des morts en cascade. Il dit bon? Il dit oui. Parce que c'est un avion, pas seulement du filet seulement, parce que tous les villes voisins étaient dedans. Parce que le doyen, au fait, lui, il voit, mais il voit comme ça, quoi. Il ne guérit pas, mais c'est que quand un danger veut arriver, bon, il peut dire que, bon, prenez vos précautions, c'est tout. Il dit, oh bon? Il dit, oui. Il dit, regardez seulement. Là, ce que le doyen dit, c'est vrai. Ça s'est passé la nuit du vendredi au samedi. Dimanche, parce que dans le village qu'on est, les quartiers sont divisés. Il y a le côté de Yakuba à part et puis il y a le côté de Djoula à part. Et ça, le dimanche même, hein, je suis allé chez l'un de mes amis, là, il dit que non, il y a une mémé là, qu'elle est dans la maison depuis là, elle ne sort pas. Elle dit que non, tout son corps est cassé. Elle dit que tout son pied est cassé, elle ne comprend rien. Elle dit que non, son pied ne fonctionne plus, elle ne peut plus marcher. Bon, moi, je me suis dit que bon, peut-être que c'est la vieillesse. Bon, là, c'est plus que ça. Cette vieille-là ne pas aller à l'église. Elle est décédée ce même jour. Le lundi, deux vieux sont décédés. Dans le même samedi, dans le village voisin, il y a des gens qui sont morts sur le champ. Dans le crash, quand le crash est effectué, il y a des gens qui sont morts sur le champ, mais ce n'est pas dans le même village que nous. Dans le village voisin, il y a des gens qui sont morts là-bas. Je vous dis, dans moins de 3 jours, il y a eu plus de 7 morts dans le même village, dans le côté de Yakuba et de nos côtés aussi.
Et ce n'était pas fini. Il y a eu même des jeunes personnes même. Il y a eux aussi, ils étaient dans la sorcellerie. Donc, il y a eu des mots en cascade comme ça. Des mots en cascade, jusqu'à ce que il y a une personne, lui, il a témoigné, il a dit que lui, il était dans l'avion, mais il a eu la chance que c'est son pied seulement qui est cassé. Il ne pourra plus jamais marcher. Jusqu'aujourd'hui, il est encore là. Donc, c'est pour vous dire que non, les crashs mystiques, ça existe vraiment. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir, bonsoir DMG. Comment ça va? Alors, je viens ce soir raconter l'histoire que ma grande sœur a vécue. Je vous raconte l'histoire là avec le cœur qui fait mal parce que cette histoire là m'avait vraiment choquée, ça m'a attristée. Donc c'est l'histoire de ma grande sœur que je vais surnommer Rachel. L'histoire se passe à Libreville, dans un quartier de la capitale. Libreville, c'est la capitale du Gabon. À cette époque-là, moi aussi, je vivais à Libreville parce que en ce moment-là, je vis à Franceville. Franceville, c'est la 2e province du Gabon. Donc, ma grande sœur Rachel, c'était une femme très large, très gentille. Elle était tellement gentille qu'elle ne voyait pas le mal autour d'elle. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Elle met au monde des jumeaux, des garçons, dans le quartier où elle vivait. Les enfants là ont grandi. Ils ont eu 14 ans. Et ma grande sœur en question, Rachel là, elle était très très large avec les voisins. Très large. Une largesse où, avec nous les parents, ce n'était pas ça. Elle était large avec les parents. Très 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 large. Quand son mari prenait l'argent à la fin du mois, chaque 25, son mari prenait l'argent le 25. Elle faisait le marché, elle faisait le plein de son congélateur, autant pour moi. Elle faisait le marché en gros. Et c'est une femme qui buvait. Et pourtant, c'était pas là-bas comme ça au début, hein. Mais quand elle s'est installée dans ce quartier, c'est comme si elle était envoûtée. La manière qu'elle buvait, non, ça n'avait pas de nom. Et j'étais très jeune à l'époque. Cette époque-là, j'étais jeune aussi. Dès que le mois sonnait, c'est ma 25. Marie a pris l'argent. Madame fait le marché. Même quand elle allait au marché, là, c'était accompagné des voisines. Ça boit, ça mange. Tu arrives chez elle, tu trouves les gens alignés et d'autres qui se servaient au congélateur et d'autres à qui elle remettait l'argent en espèces et d'autres qui étaient assis pour prendre son argent. Ça a duré comme ça pendant des années. Moi, j'étais là, je me battais de mon côté, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un boulot. Et même là, un moment, je vivais chez elle, hein, ça n'allait pas. C'était des discussions tout le temps, les disputes tout le temps, tout ça. Oh, vous me terminez la nourriture, beaucoup de choses. Mais quand les gens venaient prendre sa nourriture, ça ne l'énervait pas. Voilà, un jour, moi, je suis allée louer. Hormis le fait qu'elle gardait, elle avait ses jumeaux là, elle a fait une autre, celle qui a suivi les jumeaux, et elle gardait les 2 enfants de notre défunte grande soeur, donc l'aînée. Donc un matin, je m'apprêtais à aller au travail. C'est l'office de notre défunte aînée là qui vient me réveiller à 5 heures. Oh non, nous là-bas on n'a pas dormi. Voilà, l'un des jumeaux a vu un esprit et tout qui a traversé le mur et tout. Moi, dans la famille, j'étais comme, on va dire, comme celle-là qu'on avait mis là pour résoudre les problèmes. J'étais comme une porte au fait. J'étais comme une porte. J'étais celle-là. Une grande sœur a un problème, c'est moi qu'on... Et pourtant, je ne suis pas l'aînée. Mais c'est comme ça que dans la famille, eux, ils avaient décidé. C'est en allant en Christ là que j'ai découvert tout ça.
Et du coup, j'ai refusé ça parce que j'étais comme une gardienne. Je n'allais rien faire de ma vie. J'allais juste passer mon temps à aider les autres, à servir les autres. Et moi, avant, je pensais que c'était bien. C'était ça l'amour des parents. Mais Dieu, il est merveilleux. C'est comme ça. Mon neveu vient me dire ça à 5 heures. Oh non, on n'a pas dormi, voilà. C'était le premier jumeau, celui qui est né en premier. Voilà, il a vu. Il s'est levé la nuit. Comme il y avait les toilettes dans la douche dans la maison, il s'est levé, il allait se soulager. Au retour, il a vu quelque chose, une ombre, c'est pas un esprit quoi qui a traversé la porte. Ah bon, oui. Et qu'est-ce que le mari de Rachel a dit? Oh, elle n'a rien dit. Et laissez-moi vous dire que quand monsieur et madame se chamaillaient, que comme deux, je ne sais pas, tous les secrets étaient dehors. Ils n'avaient pas de secrets. Je me suis levée de chez moi. Je suis arrivée. J'ai commencé. Je me suis mise à la cour, chez eux là-bas. Le mari de Rachel était assis. Rachel elle-même assise. J'ai commencé à parler. J'ai dit, nous, dans notre ethnie, quand quelqu'un décède, même si la personne est décédée dans une maison ou sur le lit, le même jour tu peux dormir sur le lit, tu ne verras pas des grimaces. Nous, quand les gens décèdent chez nous, on les enterre et on ne voit plus les esprits. Donc, vous, déjà, nous, dans notre ventre, nous ne sommes pas nombreux. Ce qui veut dire que attrapez vos démons, vos esprits. Et quand je parlais comme ça, le propriétaire, le bailleur de la maison de Rachel était là, il me regardait, il n'a rien dit. Il ne m'a même pas parlé en disant que ma fille, tu parles de quoi? Pourquoi c'est toi qui viens parler? Il ne m'a rien dit, il m'a seulement regardé comme ça. Après, je me suis adressée au couple. J'ai dit, vous deux, Rachel est ma grande soeur de beaucoup. Entre elle et moi, il y a 6 ans d'écart. Il y avait un garçon au milieu, il est décédé. Moi, je venais après le garçon. Je me suis dirigée vers monsieur, madame. J'ai dit, vous deux là, vos bouches là, vous êtes tellement forts pour vous insulter entre vous. Toi, en tant que père de famille, en tant que le chef de cette famille, quand tu vois un truc pareil, tu dois t'élever, parler ou même encore aller voir ton bailleur. Parce que ça fait plus de 5 ans que tu habites cette maison et tu n'as jamais vu ce genre de choses. Maintenant que tu vois ça, l'enfant vient un truc pareil et tu restes assis, ils ne m'ont rien dit. Les années sont passées. Un autre jour, oh, le même enfant, oh, il est maintenant un peu toc-toc. Il va maintenant traîner à Rio, dans un quartier c'est le grand carrefour de Libreville, l'un des grands carrefours de Libreville, Rio, on appelle ça Rio. Oh, il est maintenant à Rio, il ne veut plus aller à l'école, beaucoup de choses. Ce jour-là, je revenais du travail. J'avais eu mon boulot, Dieu m'avait fait grâce. J'habitais non loin de chez eux, dans un quartier voisin. C'est mon neveu, le même neveu qui était venu m'appeler un matin me disant que l'un des jumeaux a vu un esprit qui a traversé la porte, qui m'appelle à peine j'arrive du travail. Je n'ai même pas encore fait descendre le sac. Je ne me suis pas encore changé. J'avais juste enlevé les chaussures. Il m'appelle, oh, voilà, il y a le jumeau qui est décédé. Même pas m'appeler pour me dire, non, il est malade, viens vite, ou bien cherche l'argent. J'avais quand même l'argent à l'époque là. Je n'étais pas riche, mais le peu que Dieu me donnait là, c'était beaucoup pour moi. J'aurais même souhaité qu'on m'appelle pour me dire que l'enfant est malade. J'allais m'endetter ou je ne sais pas. Mais j'ai crié, j'ai demandé où il est décédé, où à la maison. Il me dit non, au dispensaire, dans un autre quartier, au dispensaire de la Péri. J'ai crié. Ma baillesse me demande, c'est quoi? Je dis, voilà. Mon neveu tel que tu connais vient de m'appeler pour m'annoncer que Rachel, que tu connais, qui est ma grande soeur, vient de perdre son jumeau qu'on appelle tel. Quoi? J'ai crié. J'ai marché de la maison où j'habitais jusqu'au dispensaire. Une distance, sans chaussures. En marchant, je m'imaginais beaucoup de choses. S'il fallait que je jette mon corps en route. Parce que dans ma famille, on a tellement eu des décès mystiques, mystérieuses, que j'étais fatiguée. Effectivement, j'arrive, je trouve
Ma grande sœur en train de pleurer. L'enfant est là sur le lit allongé. Grand détail, il était grand détail, il avait 14 ans. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça, Seigneur? Pourquoi nous? Nous nous sommes calmés. Le père est arrivé. On a pris le corps, on l'a amené à la morgue. Après ça, on a fait les funérailles tranquille. Maintenant, chez nous, dans la tradition, il paraît que quand un jumeau décède, l'autre ne doit pas assister, il ne doit pas voir le corps de l'autre. Donc on avait empêché le deuxième de ne pas voir son frère et tout. On a enterré l'autre. Quelques temps plus tard maintenant, le deuxième va nous dire qu'il voit son frère. Oh non, je vois mon frère. Quand il y a un problème, il m'a averti. La dernière fois, je revenais des cours. J'ai pris un taxi-bus. Il m'a dit non, ne prends pas le taxi là. Effectivement, quand je suis descendu du bus là, quelques temps après, on a appris que le bus a fait l'accident. Moi-même, le personnel m'a posé la question. Tu vois ton frère, oui, il est habillé comment? Il n'avait pas vu le frère dans le cercueil, il n'avait pas vu le corps du frère. Il m'a décrit comment le frère est habillé. J'ai dit oui, tu le vois. Parce que moi, je sais comment. C'est mon fils, c'est l'enfant de ma grande soeur, on a le même sang. Je vous raconte là, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal. Parce que les enfants là, je les ai élevés. Il m'a décrit que non, il était habillé comme, il est habillé comme ça, j'ai dit. Oh, il est habillé comme ça, costume, avec un nœud papillon, chemise blanche, j'ai dit oui. C'est vrai, tu vois ton frère. Mais là, c'est avant, hein. Là, je sais que les morts et les vivants n'ont plus de lien. C'est ce que la Bible nous déclare. Donc, c'était un esprit qui prenait l'apparence. Mais ça avertissait l'autre que non, il y a tel danger. Et puis, il ne faisait pas et tout. Ça, il sauvait, il avertissait quand même. Quelques temps plus tard, moi, je croyais encore au Nganga. Voilà, moi aussi, avec mes problèmes, je décide d'aller me faire initier. Avant ça, d'abord, ma mère spirituelle m'a dit non. C'est ma grande sœur Rachel qui voulait une consultation. Et la dame là faisait la consultation à 25 000. Elle a dit bon, comme vous êtes mes enfants, j'ai une consultation demain. Il y a des gens qui vont me payer les 25 000. Donc vous venez, je vais profiter aussi à vous consulter. Moi j'étais déjà devant, chez la mère spirituelle. Donc ma grande sœur Rachel est venue avec le deuxième jumeau. La dame là elle a d'abord consulté les premiers. Après c'était notre tour. Elle regarde le jumeau. Elle dit, tu vois ton frère, non? Il dit oui. C'est comme ça qu'il nous raconte. Elle nous raconte plutôt. Ma mère spirituelle, elle consulte. Elle regarde le deuxième jumeau et dit, vous deux, vous avez l'habitude de sortir ensemble en vampire. Elle a dit oui. Il a dit oui. Ce jour-là, il y avait déjà un plan. Il vous attendait. Mais si vous étiez à deux, il n'allait pas vous avoir. C'est parce qu'en route, vous vous êtes chamaillés. Après, chacun de vous a pris sa route. N'est-ce pas? Il a répondu oui. Dans la réalité, hein? Ah, Seigneur. Il a répondu oui. Tu as pris ta route, ton frère a pris sa route. La route que ton frère a pris, les gens l'attendaient déjà là-bas. Ils l'ont tapé. Ils l'ont cassé le cou. J'ai oublié de signaler que quand mon neveu m'appelle pour me dire que l'enfant est décédé, quand j'arrive, je pose la question, on me fait comprendre que le jour où on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé là, il revenait de cours. Après, la maman lui a envoyé à la maison où on achète les cartes SIM Airtel Gabon. Parce qu'elle voulait une SIM Airtel. La maman l'envoie là-bas. Il va acheter la SIM. Au retour de là-bas, il a juste dit, j'ai mal à la gorge.
ma gorge, ma gorge, ma gorge, ma gorge. C'est comme ça que l'enfant est mort en criant, j'ai mal à la gorge. Ils l'ont envoyé au dispensaire avec notre neveu que je vous ai dit qu'il m'avait appelé. Il a rendu l'âme avec lui en route au dispensaire. Donc, au retour de la ville, là où il était allé acheter la cime de sa maman, il a commencé à crier, j'ai mal à la gorge. C'est là où la maman là va consulter, elle va demander au deuxième jumeau là que vous vous êtes séparés après la dispute. Oui. Après, il a pris sa route, tu as pris ta route. Il a dit oui. C'est là où elle va nous dire à nous, quand il avait pris sa route là, on l'attendait déjà. Il a dit à ma grande soeur que Rachel, toutes les personnes que toi tu donnais à manger, toutes les personnes que tu donnes à boire, que tu donnes à manger, que tu donnes ton argent, ce sont eux qui t'ont tué l'enfant. Ils te l'ont tabassé tout le quartier, mystiquement dans le vampire. Il n'y avait personne pour dire non, laissez, c'est l'enfant de Rachel. Personne. Ils l'ont cassé le cou. Donc, plus que ça s'est passé la nuit et il n'a pas parlé, il n'a dit à personne. Il fallait maintenant que ça se réalise. Donc quand il a crié la gorge, le cou, c'est le cou que tous les gens du quartier que ma grande soeur Rachel nourrissait, qu'elle donnait à boire, qu'elle donnait son argent. Tous! Elle a bien dit tous. Elle n'a enlevé personne. Ce sont eux qui t'ont tué l'enfant. Avec la complicité, comme c'était un jumeau, avec la complicité de l'un de tes frères. Parce qu'il paraît que dans la tradition, pour tuer un jumeau, il faudrait qu'il y ait la complicité du côté de la mère. Donc, vous vous imaginez les personnes que ma grande soeur a aidées, les personnes qu'elle a nourries, qu'elle a vêtues, qu'elle a aidées pendant des années que même moi, elle n'a pas fait ça, moi, sa propre petite soeur. Elle ne l'a pas fait pour moi. Vous voyez comment le monde est méchant? Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire quoi aujourd'hui? Que la gentillesse, parfois, on ne va pas être gentil. Je ne sais pas jusqu'à quel degré. On ne doit pas être gentil comme ça. Vous voyez, les personnes qu'elle a aidées. Donc, ils ont tué l'enfant. Tous. La dame l'a dit tous, hein. Ils l'ont assommé. L'autre venait avec le bois. Un enfant de 14 ans, mystiquement. Parmi toutes ces personnes, il n'y avait personne pour dire, ah, laissez, c'est l'enfant de Rachel. Personne. C'est comme ça que j'ai perdu mon neveu. Quelques temps plus tard, Rachel, son mari, a pris la retraite. Quand il prend la retraite, j'avais dit à ma grande soeur que vous avez fait tant d'années. Tu n'as jamais présenté même à sa famille. Même les coco quand on dit chez nous au Gabon, rien. Ma grande soeur, le mieux à faire pour toi là, il t'a quand même acheté un terrain au dernier moment là. Tu demandes ta part d'argent. Ne va pas chez ses parents dans sa province. Elle était à Franceville ici. Ne va pas. Ma grande soeur ne m'a pas écouté. Elle s'est entêtée. Elle a suivi elle est venue avec le concubin. Arrivé ici, les beaux-parents l'ont détesté. Jusqu'à lui faire même boire l'eau des fesses, excusez-moi. Boire l'eau des fesses dans la nourriture. Parce que pour eux, elle a gaspillé l'argent de leur fils. Alors que ce monsieur, ce dernier a pris ma grande soeur, elle n'avait que 17 ans. Toute jeune, les seins debout, tout. Alors que lui, il avait déjà la trentaine, je ne sais pas, parce qu'il était plus âgé qu'elle de beaucoup. Ça n'a pas marché. Elle est revenue à Libreville. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, elle a fui le monsieur en question. Elle est maintenant là comme ça, elle ne fait rien. Et les gens qu'elle nourrissait, qu'elle logeait, qu'elle gardait aujourd'hui, ces personnes se moquent d'elle. Donc c'est pour dire quoi? La morale, chacun va trouver ce qu'il va dire. Moi je tenais juste à vous raconter l'histoire que j'ai vécue à travers ma grande soeur. Aujourd'hui elle est là, elle traîne à Libreville. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Regarde comment elle a perdu un enfant et pourtant elle était gentille. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un te déteste, tu peux être gentil avec cette dernière ou ce dernier. Ça ne change rien, ça ne va rien changer.
C'est comme ça là qu'ils ont tué l'enfant de ma grande sœur. Excusez-moi. Partagez, likez, commentez. Surtout partagez parce que en partageant, ça peut aider quelqu'un comme les autres histoires nous aident là. Donc vraiment, DMG, merci encore pour l'initiative parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de me libérer parce que cette histoire-là m'avait vraiment choquée. Ça, c'est que ma propre grande sœur a vécu. Merci et bon après-midi à vous. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.